Cette semaine, à Hockey le Magazine, on vous présente notre capsule hebdomadaire avec Philippe Roy de chez Perfo Elite, les gens du trio hockey, Éric Dupont et bien sûr Pierre Gervais seront de retour et une entrevue avec Cédric Montminy des Lions de Trois-Rivières pour parler de son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio, ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation, en vente partout. Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de se déplacer à Montréal du côté de la firme Tax US. On est avec Jason Chevrier, qui est CPA, fiscaliste également, spécialiste en fiscalité américaine. Et vous allez peut-être vous demander exactement pourquoi on est ici. Jason travaille en relation étroite avec plusieurs joueurs de hockey de la Ligue nationale pour les aider au niveau financier. Merci, Jason, d'être avec nous et de nous accueillir dans tes bureaux. Ça fait plaisir. Jason, parle-moi peut-être un petit peu de la firme, justement, Taxos et de ce que vous faites concrètement comme travail. Excellent. On est une firme de comptables agréés canadiens. On a des avocats à l'interne. On est des fiscalistes. Donc, on est canadiens basés à Montréal, mais on se spécialise en impôts américains. Donc, on fait les déclarations d'impôts aux États-Unis. Donc, on accompagne les Canadiens qui vont faire affaire aux États-Unis ou même les Américains qui viennent faire affaire à Montréal, au Canada. Et il y a une grande partie, je pense, de votre business, si on se permet l'expression, qui est avec des joueurs de hockey. Justement, je pense que vous en comptez plus de 200 avec qui vous travaillez. Exact. Donc, notre rôle avec les joueurs, c'est de produire leur rapport d'impôt. Donc, nous, on parlait qu'on les accompagne au niveau financier. On est vraiment au niveau comptable. Donc, nous, notre rôle, c'est de s'occuper de la production de leur rapport d'impôt. Les joueurs vont naviguer à travers plusieurs États, plusieurs pays. On pense à la Ligue nationale, mais on pense également aux joueurs qui vont en Europe plus tard dans la carrière. Donc, on les aide à naviguer à travers les règlements des divers pays dans lesquels ils vont aller performer. Puis, on s'assure de leur conformité, c'est-à-dire de produire les rapports d'impôt conformément partout où ils vont aller jouer. Et je suppose aussi un petit peu de les guider, de les aider à travers tout ce cheminement-là, parce que, bon, forcément, c'est peut-être pas nécessairement tous les joueurs qui sont à l'aise avec tous les détails qu'il peut y avoir au niveau fiscal. Absolument. Donc, on fait de l'éducation énormément. C'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Je trouve que le lien avec les joueurs est super intéressant. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas nécessairement le bagage financier, bagage comptable pour comprendre tout ce qu'il y a à faire dans leur dossier. Par contre, on s'assure que ceux-ci sont en mesure de bien cerner qu'est-ce qui se passe dans leur dossier, bien comprendre, du moins sans rentrer dans les virgules proches de la loi de l'impôt, au moins comprendre qu'est-ce qu'on fait, de quel pays est-ce qu'ils sont résidents, où est-ce qu'ils vont payer de l'impôt sur leur revenu mondial, qu'est-ce qui se passe quand je joue pour le Canadien puis je m'en vais jouer un match en Californie, pourquoi sur ma paye j'ai des impôts qui ont été payés en Californie quand j'habite à Montréal. Donc, c'est vraiment de décortiquer ça avec les joueurs puis de s'assurer, par exemple, que le rapport d'impôt est produit en Californie en fin d'année. Sans nécessairement rentrer dans les détails confidentiels de chacun des joueurs, mais quels sont les enjeux en général que les joueurs ont à vivre ou à combattre dans ce genre de domaine-là qui doit être assez particulier? En fait, le plus gros enjeu, c'est de produire les rapports d'impôt. Le rapport d'impôt d'un joueur, bon, de nos jours, c'est vraiment électronique, donc l'exemple n'est plus vrai, mais à l'époque, c'était des déclarations. Ça doit être une bonne pile de papier quand même. Exact. Donc, on avait, puis encore là, on prend un calendrier où est-ce que le Canadien ou n'importe quelle équipe canadienne va aller jouer des matchs régulièrement aux États-Unis. On va devoir produire un rapport d'impôt aux États-Unis, en plus de notre rapport d'impôt canadien, mais également dans tous les États où l'équipe va avoir performé. Certains États vont imposer, certains d'autres non. Donc, on a à décortiquer ça. Le plus gros défi, c'est de s'assurer d'être conforme partout où est-ce qu'on est passé. Ouais. Donc, c'est le plus gros défi que je vois avec les joueurs. C'est pour ça qu'on les accompagne. Puis par la suite, bien, on peut faire un peu de planification. Donc, où est-ce que je suis résident? Donc, est-ce que mes actifs que je détiens, mes placements, est-ce qu'ils sont efficaces au niveau fiscal? Donc, c'est de l'accompagnement qu'on va faire avec eux. Jason, en terminant, je pense que je te laisserai pas partir sans qu'on puisse démystifier un petit mythe quand même. Est-ce que c'est vrai que les joueurs ont des réticences à venir à Montréal? Sans que tu nous expliques toute la loi fiscale, parce qu'évidemment, on sera encore là dans un bon petit moment, mais est-ce que c'est vrai que c'est vraiment un enjeu particulier de jouer à Montréal au niveau fiscal? Non, je ne pense pas que ce soit un enjeu. Je pense que c'est un mythe. Évidemment, oui, l'impôt est élevé au Canada. Puis je ne suis pas en train de dire qu'en faisant une planification, on peut se ramasser avec un taux d'impôt qui est ridiculement bas. Je pense par contre que quand on regarde Montréal, il y a souvent des sites qui viennent classer c'est quoi les pires endroits pour jouer. Il faut réaliser que les équipes de la Californie sont dans une moins bonne position que les équipes... Au niveau fiscal? Au niveau fiscal, pardon, que les équipes
Montréal que Toronto. Et, les joueurs sont payés en américain, mais vivent au Canada. Ça fait absolument. partie de la Donc, chose les aussi. joueurs, peu importe l'équipe, sont toujours payés en dollars américains. Donc, aucun impact à ce niveau-là. Oui, l'impôt est plus élevé. Puis, il y a certains mécanismes qu'on peut mettre en place sans nécessairement faire épargner 20 d'impôts aux joueurs. Non. On peut au moins le ramener, puis j'aime utiliser l'expression, sur le plancher de danse avec les autres équipes de la Ligue nationale. Ouais. Je ne dis pas qu'on peut être comparable à une ville comme Tampa Bay, des équipes comme Nashville, comme Vegas. Par contre, c'est pas vrai qu'on est nécessairement la pire endroit pour jouer. Puis je pense qu'avec un bon cadre fiscal alentour de nous, on est capable d'être sur le plancher de danse avec la plupart des équipes, puis se ramener avec... sauver à tout le moins Quelques pourcentages à gauche et à droite. Exactement. Ben Jason, félicitations pour le travail que vous faites. Super intéressant. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Hockey le Magazine. Bien, merci à vous d'être déplacé. Bonjour tout le monde, Danick Martineau au Collecte Édition en compagnie de Pierre pour la question quiz du jour. On a un beau produit aujourd'hui. Si je voulais faire un jeu de mots plate, là, tu me vois venir, là, je pourrais dire un produit qui a de l'allure. Ah, j'avais le goût de t'arrêter, mais non, t'as raison. La joke est plate, mais le produit est le fun. Ouais. C'est un produit de moyenne gamme qui propose quand même une signature par boîte avec beaucoup de variétés de couleurs et de parallèles. Ça, c'est génial. Moi, grand fan de signature, moins fan de patch. Si tu veux te procurer une signature à bas prix en ayant au moins une dans la boîte, c'est pas mal la meilleure. Ouais, ben ce serait pas mal mon premier choix dans ce cas-là. Il y a beaucoup de types de cartes dans les allures. Il y en a pas mal. Et ce qui m'amène à poser la question de la semaine. Dans la version 2021-2022 du produit, combien y a-t-il de variétés de la même carte? Est-ce que c'est A, 4, B, 8 ou C, 18? La réponse après la pause. Donc avant la pause, on vous demandait dans la version 2021-2022 du produit Allure, combien y a-t-il de variétés de la même carte? La réponse était C avec 18. Plus de 18 variétés. C'est quoi la meilleure carte qu'on peut avoir là-dedans selon toi? Ça va jusqu'au 1 de 1, évidemment. Ouais. Dans ces 18-là, il y a des versions autographiées, des versions avec jersey, avec patch, numérotées, de couleurs différentes, découpées. Ça, c'est vraiment un beau projet, ramasser toutes les cartes du même joueur. Une gamme assez complète. Oui. Très intéressant. On se revoit avec une autre question quiz la semaine prochaine. On est avec Stéphane Fournier de chez Accès Physio. Stéphane, les gens ont accès à tellement de préparateurs, de services différents, en fait, lorsqu'ils se blessent. Comment tu qualifierais ces choix-là que les gens ont et comment faire le bon choix, justement, pour les gens qui se blessent? C'est pas facile pour les gens, Jasmin, de choisir un thérapeute, une bonne intervention. Dans nos cliniques, nous, on travaille en équipe. On a des ostéopathes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des kinésiologues, des acupuncteurs. Je pense pas qu'il y a personne qui a réponse à tout. Fait que c'est important de travailler en équipe. Mais s'il y a un choix à faire d'une personne à voir en premier, je pense que le physiothérapeute est la personne de choix, membre d'un ordre professionnel qui protège le public de ses interventions. Alors, le physiothérapeute est vraiment la personne qui va faire l'évaluation, établir le plan de traitement et choisir avec qui a envie de collaborer. Je pense que ça, c'est plus un cas d'acupuncture, c'est plus un cas de massothérapie, c'est plus un cas d'ostéopathie ou de combiner les approches. C'est évidemment tant mieux pour le jeune, pour la personne qui est blessée, d'avoir accès à ces services-là. Mais comme tu le dis, il y a un travail en équipe qui est important pour vous aussi, pour maximiser, entre guillemets, le travail qui est fait et qui soit fait de la bonne manière. C'est important de compléter nos forces. Chaque approche a ses avantages, mais encore une fois, votre physiothérapeute est la première personne pour guider cette équipe médicale. Stéphane, merci beaucoup. Plaisir. On est de retour cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy pour notre prochaine capsule d'entraînement et de préparation physique. Cette semaine, Philippe, tu as préparé une capsule sur la force unilatérale. Je pense que c'est un terme utilisé dans le jargon d'entraînement physique. Je te laisserai peut-être l'expliquer. C'est quoi exactement la force unilatérale et pourquoi c'est important pour le hockey? Effectivement, en fait, c'est super simple. Bien souvent, on va parler d'entraînement, on va voir les exercices comme les squats, le front squat, le deadlift, le bench press, qui sont tous des exercices pluriarticulaires, donc qui demandent plusieurs articulations à faire en même temps, mais également de façon bilatérale, donc qui se font des deux côtés généralement en même temps. Ce qui arrive avec ça, c'est que si jamais on a un petit débalancement postural ou un débalancement structurel, ou est-ce qu'on a une jambe plus forte que l'autre, par exemple, ce qui va arriver, c'est que c'est super simple, on va continuer à créer ce débalancement-là, puis on va continuer à venir l'agrandir, puis on ne viendra jamais régler le problème. Puis le hockey est un sport que tu patines pas avec tes deux jambes en même temps. Tu vas pousser d'une jambe, pousser de l'autre jambe, virage brusque. Tes muscles vont travailler d'une façon différente, tes chaînes musculaires également. Donc, ta force unilatérale va vraiment venir t'aider, en fait, à venir transférer ce que tu gagnes dans les gros mouvements vers des plus petits mouvements pour venir les transférer sur la glace. Tu sais, si on regarde un coup de patin,
Généralement, on va parler d'un temps de contact de 300 millisecondes sur la glace. C'est ce qui se fait très, très, très rapidement. Puis ça se fait d'un côté à la fois. Donc, c'est super important. On passe environ 65 et plus sur une seule jambe au hockey. Donc, c'est vraiment un facteur, un paramètre clé en préparation physique. Ben, j'ai bien hâte d'aller voir les exercices que tu as préparés pour nous. Donc, pour le premier mouvement, on va parler d'un split squat Bulgarian. Donc, il peut se faire avec des dumbbells, avec la barre ou sans poids. Bien important, on garde le contrôle à la descente pour que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur et restent vis-à-vis les orteils. On descend un certain nombre de répétitions d'une jambe pour par la suite changer de côté et exécuter la même chose. Donc, bien important de garder le pied en avant en plein contact au sol, les genoux suivent les orteils et on explose en montant. Donc, pour le deuxième mouvement, on va faire un split squat front rack qui va venir stimuler davantage notre force abdominale, donc notre core. Donc, bien important de garder les coudes au parallèle au sol, garder le corps bien engagé et on descend en split squat. On fait un certain nombre de répétitions données d'une jambe pour switcher par la suite de l'autre côté. Donc, bien important, encore une fois, de garder les genoux vers l'avant et qui ne rentrent pas vers l'intérieur. On garde le tronc droit, le corps, donc les abdos bien engagés. Donc, si on a un split squat en isométrie, donc avec la plateforme de force, on va être en mesure de mesurer la force appliquée dans le sol par les jambes. Donc, on va être capable de dissocier la jambe gauche de la jambe droite et également voir quelle des deux jambes est plus déséquilibrée si c'est le cas. Donc, bien important, on peut faire ça avec n'importe quel exercice. On peut mettre nos mains en dessous d'un plafond puis forcer le plus fort possible. Pas obligé nécessairement d'avoir une plateforme de force pour faire ce mouvement-ci. Philippe, on vient de voir quelques exercices que tu avais préparés au niveau de la force unilatérale. Comme je le disais en introduction, c'est un mot qui est utilisé dans le jargon de préparation physique du hockey. Peut-être rappeler aux gens à quel point c'est important de travailler là-dessus tout au long de la saison et de jamais abandonner sur ce côté-là, de ne jamais le négliger. Effectivement, en fait, ce que ça sert, c'est que ça permet de pouvoir transférer qu'est-ce que les gains que tu fais avec les gros mouvements comme un squat, un bench ou un deadlift, par exemple, les exercices qui sont, on va dire, très populaires, ça te permet de venir transférer, en fait, ce genre de mouvement-là, cette force-là que tu viens gagner dans des mouvements unilatéraux qui sont vraiment plus spécifiques au niveau du hockey. Et en plus de ça, bien, pourquoi pas travailler ta stabilité en même temps quand on travaille sur une seule jambe, donc de façon unilatérale ou sur un seul côté à la fois pour le haut du corps. Donc, on vient travailler la stabilité, également notre force pour nous permettre en fait de venir la transférer sur la glace, mais également ce que ça nous fait, c'est qu'on vient rebalancer notre corps de façon structurelle, donc on vient rééquilibrer le côté gauche, le côté droit généralement, donc pourquoi pas faire 3 pierres d'un coup. Merci beaucoup Philippe pour cette chronique. Ça fait plaisir, merci. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bienvenue à cette autre chronique d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Nous voyons cette semaine des gants qui, tant qu'à moi, est une partie très importante d'équipement. C'est un endroit que les joueurs se font frapper constamment. C'est très important. Tout à fait, Pierre. C'est important de protéger ses mains avec une bonne paire de gants. Mais avant de te présenter les 3 modèles qu'on veut parler cette semaine, moi, je suis curieux de savoir, Pierre, au fil des années de ta carrière, il y a sûrement eu une évolution, pour ne pas dire une révolution, dans le monde des gants. Les gants ont sûrement beaucoup changé du jour 1 jusqu'à Effectivement, ça a beaucoup changé. Le poids surtout, c'est incroyable, c'est léger. Les gants de nos jours, puis je regardais tantôt, ils ont tous des plastiques. C'est nous qui avons été à l'origine de ça, le Canadien de Montréal, il y a plusieurs années. Ça fait une grosse différence. Ça. Si on mange un coup de bâton, ça fait une grosse différence. Les gants, maintenant, c'est encore une fois, tu prends des gants neufs le matin, tu peux en jouer avec le soir quasiment. Là. C'est tellement malléable, c'est quasiment comme des gants de ski. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Oui, puis le premier modèle qu'on veut parler, c'est celui que tu as dans les mains en ce moment, c'est le tout nouveau de Sherwood. C'est le Wrecker Legend. Celui-là, c'est un gant édition limitée, donc des couleurs un petit peu différentes. Mais comme tu dis, protection, les inserts, les petites insertions de plastique. Il y a un petit peu de fibre de composite en décoration sur les gants. La paume noire. Puis le poignet ajustable.
C'est un ajustement un petit peu plus mince, mais c'est vraiment probablement un des meilleurs gants que Sherwood a jamais fait. Mais les équipements, maintenant, c'est tellement beau, hein? Tu sais, on parlait dans le passé des patins, des bâtons, puis regarde des gants, comment que c'est super beau. Des petites œuvres d'art. Quand les clients viennent en magasin, généralement, ils passent beaucoup de temps dans les bâtons. Ils essaient les bâtons, regardent les bâtons. Les bâtons sont beaux, mais dans les gants, n'importe quel joueur de hockey va venir dans un magasin comme on est aujourd'hui. Puis ils vont probablement mettre leurs mains dans plein de paires de gants pour les essayer parce que c'est tellement le fun, tellement confortable. Effectivement. On enchaîne avec un Bauer. Le deuxième modèle, c'est le tout nouveau de la famille Supreme de Bauer, le Supreme Mac. C'est le gant haut de gamme, évidemment. Puis encore une fois, c'est une belle évolution de la série Supreme qui est très, très, très populaire. Mais un gant Bauer, c'est une expérience. Quand tu rentres ta main dans un gant Bauer comme celui-ci, tu peux sentir une différence. Le confort, c'est vraiment exceptionnel. Encore une fois, protection de calibre, calibre pro. C'est un gant haut de gamme, celui-ci. L'attention aux détails, c'est vraiment une belle évolution. Puis le confort, la durabilité, c'est vraiment un bon gant. Super. On passe ensuite au CCM. Puis le tout dernier, donc le petit nouveau de la famille JetSpeed du CCM, c'est le CCM FT6 Pro. Un gant quand même standard, un profil un petit peu plus ajusté. Mais le changement majeur cette année chez CCM, c'est vraiment l'intérieur du gant. On est habitué de voir un petit pad, une petite protection que tu peux retirer, lever. Mais dans les gants CCM, maintenant, tu ne peux plus. C'est un petit coussinet qui est fait pour l'aération, puis ça augmente le confort. Puis évidemment, c'est un gant haut de gamme sur la protection est vraiment, vraiment bonne. Super. Puis est-ce qu'il y a des conseils à donner aux gens sur l'entretien des gants ou ainsi de suite? Oui, tout à fait. C'est important. C'est important quand tu arrives à la maison après avoir joué, peu importe la pièce d'équipement, tout le temps vider son sac, bien faire sécher les gants. Tout le temps s'assurer qu'ils sont secs, qu'ils sont bien aérés parce que, ça va prolonger la vie du gant. Puis aussi, tes coéquipiers ou tes parents vont te remercier parce qu'il va sûrement avoir moins d'odeur dans ta poche de hockey aussi. L'odeur et les bactéries, il ne faut pas oublier ça. L'odeur, ça apporte des bactéries. Exactement. Puis également, ça, c'est devenu dans la Ligue nationale, ça, depuis des années. Là. Écoute, les joueurs font sécher leurs gants. Je pense que ça commence avec Raymond Bourque, qui utilisait comme 5-6 paires de gants par match. Et puis maintenant, les joueurs les font sécher entre les périodes, presque tous les joueurs. Également, il y a beaucoup de joueurs qui utilisent 4, 5, 6 paires de gants. Alors, je me rappelle, puis là, ils sont tous numérotés. Quand on arrivait sur la route, dépacter les équipements, bien là, il fallait tout mettre les gants ensemble, les paires 1, paire 2, paire 3, paire 4. Souvent, là-dedans, il y avait une paire de flambant neuf, une paire qui ne prenait plus, puis ils voulaient les avoir pareil. Fait que ça, c'est des petits caprices des joueurs. Ah ouais. Alors, Éric, merci beaucoup. C'était encore une fois très instructif. Bonne semaine tout le monde. La semaine prochaine, on voit des casques. Très important. Bonne semaine. On se retrouve cette semaine à Hockey le Magazine avec le capitaine des Lions de Trois-Rivières, Cédric Montminy, qui est avec nous pour revenir sur son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel. Cédric qui a un parcours d'ailleurs assez tumultueux qui l'a amené vers le hockey professionnel. Mais commençons d'abord avec la base. C'est un gars de l'Estrie. C'est quoi tes premiers souvenirs de hockey mineur dans le coin de Sherbrooke? Mes premiers souvenirs, le plus loin je peux me rappeler, là, moi, c'est au niveau novice, novice-a. C'est tout le temps, moi, c'était mon père qui nous coachait avec d'autres parents. Puis ça a été des belles expériences. Ça a été les dernières fois que j'ai pu patiner avec mon père sur la glace, parce qu'il était sur la glace avec nous. Ouais. Victoire novice au tournoi de Bromont. C'est bon à souligner. Oui, je me rappelle de tout ça, toutes les festivités puis tout. Fait que le plus loin je peux me rappeler, c'est là. Ouais. On voit plus souvent peut-être des joueurs aller en Europe plus tard dans leur carrière. Toi, tu étais allé en début de carrière professionnelle. Comment tu as vu ça de te rendre en Europe à peine majeur, à peine en étant adulte, puis de vivre cette réalité-là là-bas? Pour moi, je suis parti là avec juste un but, puis c'était d'en faire une carrière. Fait que je cherchais toujours une opportunité de me faire valoir, puis de faire en sorte qu'il y avait des yeux qui pouvaient me regarder pour justement en vivre. J'ai adoré mon expérience. La France, ça a été un petit peu moins mon truc, je te dirais. On jouait pas beaucoup de matchs. C'était une ligue qui était pas très bonne. Là. Le calibre est différent. Oui, le calibre est vraiment, vraiment différent. L'Allemagne, par contre, là, j'ai trouvé mon compte. J'aurais pensé peut-être rester là-bas pour le restant de ma carrière. J'avais signé une extension de 2 ans, mais mon équipe a fait faillite le 27 juillet.
environ. Là. Fait que ça n'a pas été facile. Je partais. Puis mon agent m'a appelé pour me dire que mon équipe fermait les livres. Fait que c'est là que j'ai eu du téléphone, puis c'est là que Pascal Réaume m'a... Et que l'aventure des Lions est revenue dans ton parcours? Ben en fait, ouais, Pascal Réaume m'a placé à Rapid City, dans East Coast Hockey League. J'ai fait l'équipe sur un try-out, puis j'ai resté là 3 ans, puis après ça, c'est là que je me suis fait échanger ici. Cédric, tu es capitaine maintenant avec les Lions de Trois-Rivières. Je serais curieux de te demander, est-ce que tu avais été capitaine dans ta jeune carrière de hockey mineur? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été habitué à travers tes années? J'ai été capitaine dans mon hockey mineur, peut-être novice. Okay. Là, c'est loin. Oui, c'est ça, c'est loin. Après ça, non. Quand j'ai tombé assistant capitaine à Rapid City à mon année recrue, à moitié de la saison, ils m'ont nommé assistant capitaine pour finir l'année. Ma 2e année aussi, j'ai été assistant capitaine, puis la 3e année aussi. Fait que, tu sais, j'ai été dans le leadership group très tôt là-bas. C'est un petit peu ça qui m'a donné les bases assez solides pour arriver ici puis être capable de prendre un rôle comme ça, surtout dans un gros marché à la maison. Là. Mais c'est quelque chose qui avait été discuté avec Éric Bélanger là, dans le temps. T'sais, il m'avait vraiment mis confortable puis il m'avait demandé si c'était quelque chose que j'étais capable de prendre les rênes, puis confortablement aussi. Là. On ne veut pas mettre une pression excessive sur un joueur. Ça se fasse de la bonne manière. Exactement, ouais. Cédric, peut-être en terminant, à travers tout ce que tu nous as raconté dans les dernières minutes, au-delà du fait d'être devenu professionnel, ça, je suis certain que c'est ça ta plus grande fierté, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours dans le hockey à travers les 20 dernières années, on va dire? Les affaires qui me rendent le plus fier, sais-tu, c'est toutes ces petites choses-là, comme aujourd'hui. Moi, c'est le monde qui vient de me voir et puis ils me disent « Comment t'as fait? Comment ça, t'es là? » Tu vois, c'est une belle inspiration pour les jeunes quand tu vas en Estrie puis quand tu parles avec les jeunes. Je l'espère, mais tu sais, moi, je suis content de recroiser du monde qui croyait pas en moi puis qui pensait que j'étais juste un feu de paille puis que je monterais pas. Puis moi, c'est ça qui me rend le plus fier, c'est de recroiser ce monde-là, puis parler de ma carrière avec eux autres, puis faire en sorte que le monde comprenne que oui, c'est possible, mais je dois dire que c'est pas possible pour tout le monde. Faut que tu sois mentalement, faut que tu sois assez fort, puis faut que tu sois assez acharné pour pouvoir faire le prochain step, puis croire en tes moyens quand pas personne croit en toi. Ça, c'est primordial. Bien, je suis content qu'on ait pu en parler aujourd'hui. Sincèrement, félicitations pour ton parcours. Bonne saison avec les Lions, puis on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci d'avoir été avec nous pour Hockey le Magazine. La semaine prochaine, notre première rencontre de la saison avec Catherine Laroche que vous allez découvrir la semaine prochaine. Ce sera extrêmement intéressant de lui parler. Et une entrevue aussi avec Samuel Montembeault qu'on a rencontré dans le Vieux-Port de Montréal pour parler un peu d'à quel point il s'est acclimaté à cette nouvelle vie montréalaise depuis quelques années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation. Copie autographiée disponible au pierregervais.ca.